Dès le moindre mouvement, le corps entier doit être léger et agile, et toutes ses parties reliées. Il convient de stimuler le souffle, de concentrer la puissance spirituelle, de faire en sorte que les mouvements ne présentent aucune rupture, qu'ils soient sans creux ni bosse, et qu'ils soient sans discontinuité. L'énergie prend racine dans les pieds, se développe dans les jambes, est commandée par la taille et se manifeste dans les doigts. Des pieds aux jambes, à la taille, il faut une unité parfaite. C'est ainsi que débute le traité attribué à Shang Sang Feng, l'un des grands traités classiques du Tai Chi Chuan. On appelle d'ailleurs l'ensemble de ce corpus théorique les classiques du Tai Chi Chuan. C'est un ensemble de textes écrits à la fin du 19e, début du 20e siècle. Un mélange étonnant de contenu, de la philosophie, cosmogonie, des principes posturaux, des références aux stratégies de combat, des conseils pour une bonne pratique. Ce corpus est dû en grande partie à la famille Wu. Le style Shen a été le conservatoire, Yang a popularisé et Wu a établi ce corpus théorique. Ça a été écrit par des pratiquants expérimentés pour des pratiquants. Pour pouvoir saisir toute la subtilité de ces textes, il faut déjà avoir commencé à vivre par le corps la pratique. Ça ne dispense pas, bien sûr, d'avoir une pratique à côté. Au contraire, c'est très complémentaire. Ces textes comprennent de nombreuses métaphores. Ce qui est étonnant pour ceux qui les ont étudiés d'un peu plus près, c'est que la syntaxe et la forme du texte reprennent les dynamiques qu'elles décrivent. Lorsque l'on parle de l'écoulement de l'énergie comme un flux, il y a énormément de références à l'eau et le texte coule. Pour pouvoir induire l'impression de centration, tout le texte se développe à partir d'un centre. Ce n'est pas, la pratique nous le fait vivre, les textes nous l'indiquent, le Tai Chi Chuan n'est pas une collection de techniques, mais une éducation à un autre mode de perception. On constate, et les textes le disent, le corps du débutant est noué et troué. Tout le travail va être de défaire les nœuds et de remplir les trous. L'énergie est bloquée ou l'énergie est dispersée. Un palier est atteint lorsque, comme en calligraphie, au début on apprend à tracer des traits horizontaux, des traits verticaux, obliques, puis on assemble ces traits pour faire un caractère, et donc après quelques années de pratique, chaque trait est juste, mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas de liant. Ou bien il y a une certaine unité dans le caractère, mais chacun des traits n'est plus aussi précis. Et donc c'est ce qu'on a en Tai Chi Chuan. Toutes les parties du corps sont bien placées, mais il n'y a pas de liant. À un moment, il y a du liant, mais les parties du corps ne sont plus bien placées. Et à un moment donné, on a une sorte de double conscience, on est à la fois attentif aux parties et au tout. Et donc on rejoint ce que Pascal disait, accorder en même temps une approche à une vision globale et une approche cartésienne qui va découper. Donc pouvoir découper, pouvoir relier, passer des parties au tout. Ces textes, ainsi que la pratique, ouvrent à l'intelligence du corps agile, à la limite de l'explicable.
Ils nous font entrer ensemble dans le domaine du tai chi, symbole yin-yang, pour employer un mot contemporain, dans le contradictoriel. Ce n'est pas la dialectique, ce n'est pas la synthèse, parce que dans la synthèse, la thèse et l'antithèse ont disparu. Le blanc et le noir ne forment pas du gris. Ils restent blanc et noir, simplement ils ne vont pas s'opposer, ils vont devenir complémentaires. On est là dans la logique du tiers inclus, qu'on redécouvre avec la logique quantique, mais que nous avons aussi connue, c'est vraiment la base du taoïsme, nous l'avons connue à une époque, et là il faut remonter au présocratique, avec quelqu'un comme Héraclite qui disait « Le chemin qui monte est le même que celui qui descend ». Vous avez découvert différents aspects de la pratique en solo. Il y a également un travail avec partenaires, qu'on appelle la poussée des mains, les mains collantes. Et là aussi, ni opposition, ni fusion. On va vraiment devenir complémentaire avec le partenaire. C'est un véritable travail d'empathie. Et pour ça, j'ai l'immense plaisir. Il y a eu un changement de programme et pour moi, c'est une grande joie, ce changement de programme, parce que je vais avoir l'occasion de vous montrer ça avec le professeur Wang Kanghui, ce que vous allez ici découvrir, un ensemble de mouvements ensemble en poussée des mains. Nous allons également vous montrer encore un autre aspect du Tai Chi Chuan, différents styles, des fondamentaux, du travail avec partenaires.
Et dans le Tai Chi Chuan, il y a également un travail, des exercices avec des objets qui prolongent le corps. Développer la perception là-bas au bout du bâton, dans la pointe de l'épée. Pouvoir transférer également son intentionnalité dans les objets qui nous prolongent. Aujourd'hui encore, c'est d'actualité puisqu'on parle de plus en plus d'interface entre objet-machine, interface entre homme-machine. Et donc nous allons vous présenter, pour démarrer cette partie, l'épée, une épée du style Yang, simple, sobre. L'épée est l'arme reine en Tai Chi Chuan et convient très bien à la pratique du Tai Chi Chuan, puisque comme les gestes, elle est souple et légère. Nous allons clôturer ce chapitre avec le style le plus ancien, le plus aux origines du Tai Chi Chuan, le style Shen, avec une forme d'épée du style Shen. Et donc, de nouveau, vous pourrez voir toute la souplesse moelleuse qui cache une véritable puissance qui peut exploser à tout moment. Le style Shen d'épée, avec le professeur Huang Kanghui.
comment combiner souplesse et puissance. Comment développer une telle efficience? De manière paradoxale, c'est dans la plus grande détente et en ne faisant rien. En ne faisant rien, il n'y a rien qui ne se fasse. Traduction un peu compliquée. Jean-François Bilter nous a ouvert un peu une compréhension de ce non-agir chinois en traduisant « celui qui ne force rien peut tout ». Et donc je vais faire un petit détour par le Chuanzi, qui est l'un des plus grands penseurs chinois. Une partie connue du Chuanzi, ce sont ses fameux dialogues. Et son dialogue le plus célèbre, c'est celui du boucher taoïste avec le prince. La rencontre, celui qui est au plus haut, celui qui est au plus bas, l'activité la plus vile et la position la plus noble. Et étonnamment, il y a inversion, c'est-à-dire que c'est le boucher qui va enseigner au prince. Et donc le boucher montre comment il découpe un bœuf. Et il explique que quand il débutait, il lui fallait un nouveau couteau toutes les quelques semaines. Après quelques années de pratique, le même couteau, il pouvait l'utiliser pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui, depuis de nombreuses années, c'est toujours le même couteau. Si dans un premier temps, il se battait avec la carcasse de l'animal, ensuite il a commencé à percevoir l'anatomie du bœuf, et aujourd'hui, il découpe le bœuf par l'esprit. Quand le prince le complimente sur sa technique remarquable, le boucher continue à lui enseigner avec une formule lapidaire en lui disant, en lui répondant, ce qui m'intéresse se situe au-delà de la technique. C'est le Tao, c'est-à-dire le mode de fonctionnement des choses. Les classiques, abordés juste avant, parlent d'un vouloir sans vouloir. Il faudrait donc vouloir faire le geste, mais sans volonté. Et donc, à ce moment-là, on rentre dans une toute autre approche. Et ce qui est nié, ce n'est pas l'action. Quand on dit non-agir, on pense que l'agir est nié. Ce qui est nié, c'est la volonté tendue. Et donc, quand on quitte cette volonté tendue, on adhère à la réalité. On est à l'écoute. Des expressions de François Julien et de Bilter, suivre les veines de moindre résistance, s'inscrire dans le potentiel de la situation. À ce moment-là, quelque chose agit en nous. Nous sommes agis. Et donc, comment on y arrive? Mais par les répétitions. En Tai Chi, on répète, on répète, on répète. Bien sûr, la répétition a pour objectif d'affiner le geste, de le délester de tous les petits mouvements parasites, d'en comprendre le principe essentiel. Mais, à un autre niveau, ces répétitions usent le vouloir, provoquent l'exténuation et l'extinction de la volonté. Et à ce moment-là,